Aujourd'hui, je suis avec Dania Fawaz, une femme extraordinaire. Elle va vous parler d'émerveillement, elle va parler de chapitre, fin de chapitre, début de chapitre, des plusieurs recommencements, on en vit tous, des doutes, on va parler de confiance aussi. Et on va parler aussi de ces doutes et ces recommencements ne sont pas des détours. Je vous laisse observer, écouter, prenez des notes. Vous allez être émerveillés par Dania Fawaz. Dania, bienvenue au podcast Briller en soi et ensemble. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Écoute, ça fait un moment qu'on essaye de l'avoir, cette entrevue. Oui, vraiment, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Écoute, j'invite que des personnes coup de cœur pour moi. Parce que très égoïstement, déjà j'aime être en votre présence. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que la manière dont tu parles, dont tu travailles de manière humaine m'a touchée. Et en général, j'interviewe toujours des présidents d'entreprise ou des gens dans la RH qui ont amené de l'humain dans leur département, dans leur service. Et là, je sors des sentiers battus avec toi parce que quand on s'est parlé, puis on a appris un peu à se connaître, de savoir qu'on vient d'Afrique de l'Ouest toutes les deux. Enfin, on a un bagage en commun. Mais au-delà de ça, la manière dont tu travailles, dont tu es dans l'immobilier, mais la manière dont tu fais tes affaires, c'est l'humain que j'entends et que je vois et que je sens dans tout ce que tu fais, même dans tes réseaux sociaux d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Mais merci. Pour inspirer les gens, qu'on soit travailleur autonome, entrepreneur ou même gestionnaire dans les entreprises, qu'on puisse faire attention à notre humanité, à la manière dont on va interagir, de nous poser les bonnes questions, l'intention, etc. Et j'ai l'impression que tout est réuni chez toi, donc j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Mais merci. Écoute, t'as grandi, t'as fait une partie au Sénégal. Ouais. Moi, c'est la Côte d'Ivoire. De l'Afrique, si on regarde juste la partie africaine, c'est quoi qui t'a marqué, qui fait que tu es la femme que tu es aujourd'hui? Écoute, l'Afrique, tu sais, quand Et puis t'es libanaise aussi. Oui, je suis née de parents libanais, exactement. Je suis née au Sénégal. Et donc le Sénégal, c'est toute mon enfance, hein, c'est vraiment tu le sais très bien. Moi, quand je pense à ces années-là, écoute, c'est de la lumière, c'est beaucoup de douceur. L'Afrique, tu sais, c'est des couleurs vives, c'est la joie de vivre. Les gens sont toujours étonnés quand je dis ça, mais il y a une espèce de joie quotidienne dans les rues, dans les gens, dans la façon de vivre. Si je veux dire vraiment ce qui m'a marqué, puis qui est resté, puis qui m'accompagne, moi j'ai grandi, je veux dire, quand on vit en Afrique, d'abord quand on est enfant d'expatriés, mais on pense que le monde n'a pas de frontières. Alors que c'est un genre de map-monde. Et d'ailleurs, tu sais, nos rentrées scolaires étaient en octobre, toujours, donc on avait des longs étés. Quand on revient en octobre, tu sais, c'est pas rare d'avoir traversé 3 continents, tous. Et puis, quand on est enfant, on pense que c'est la normalité. Alors, c'est ça, c'est vraiment, on apprend à être un citoyen du monde. Ensuite, ce qui est marquant en Afrique, c'est que la gratitude, c'est une pratique quotidienne, partout dans la rue, à longueur de journée, que ce soit, je sais pas, quand t'achètes, tu sais, un bonbon à l'épicerie, mais t'entends des mots de gratitude. C'est le dialogue d'à côté. Oui, exact. Oui, c'est ça. C'est ceux qui nous écoutent ne comprendront pas, mais tu le dis si bien. Alors, tu sais, c'est la gratitude dans tout. C'est une pratique quotidienne, à chaque instant. Donc vraiment, les gens sont ancrés dans le présent et sont reconnaissants de tout. Autre chose, c'est vraiment la spiritualité omniprésente. Tu sais, je veux dire, c'est cette humilité face à la vie, cette idée, dans le fond, qu'on contrôle très peu. Alors, ce qui fait que on est en contact de gens qui accueillent tout avec tellement de confiance. Donc c'est vraiment c'est la résilience aussi.
Oui, c'est sûr, exactement. J'entends gratitude, spiritualité, résilience à l'intérieur de... Oui, exact. Et évidemment, on peut pas avoir vécu en Afrique sans voir la puissance de la communauté comme filet social. C'est le filet social, cette identité communautaire qu'ont les gens et qui les aide à traverser, dans le fond, toutes les étapes et les obstacles de la vie. Donc oui, c'est pas bon. Après, c'est sûr, évidemment, c'est toute. Moi, j'étais pas au lycée français. J'ai fait toute mon primaire, toute mon secondaire, c'est chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Alors oui. Okay. Alors ça, c'est une école et une trousse d'outils qui nous accompagne pour la vie. Qu'est-ce qui t'est resté de cette trousse d'outils-là? Parce que c'est vrai que l'école marque, c'est les gens qu'on voit le plus souvent, au final. Oui, exactement. Bon, c'est sûr, moi, mon amour de la lecture est venu, des sœurs, vraiment. Mais je pense que la plus grande vertu, c'est que et d'ailleurs, cela se dit bien, mais c'est la patience, ouais, la patience dans tout dans la vie, oui. Et ça, je pense que c'est vraiment, ça vient de l'éducation que j'ai reçue chez Sœurs, c'est sûr, de mes parents. Mais et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment en moi. Oui, évidemment, oui, la patience. La patience et la passion dans ton domaine. On va y aller. Après, t'as fait donc l'Afrique. T'as tiré des clés de succès. T'es allé sur la France. Oui, j'ai fait j'ai fait toutes mes études universitaires entre la France, les États-Unis. J'ai ma première mes expériences de travail, mes premières expériences. J'étais responsable à l'international pour une grande société d'État française et ça m'a permis de continuer à voyager parce que j'étais en charge de l'Afrique aussi, des Dom-Tom et du Moyen-Orient. Alors oui, je passais, je pense, 20 jours par mois dans les avions. Mais oui, alors donc 20 jours par mois. Okay. Oui, exactement. Donc et oui, donc j'ai pu faire et donc j'ai vraiment voyagé, j'ai autant étudié, travaillé, vécu sur vraiment plusieurs continents oui, tout au long de cette première vie, en effet. Est-ce que cette première vie-là, tu savais où est-ce que t'en allais? T'avais un objectif clair ou c'est la vie qui t'a amené dans les expériences et puis tu t'es placé? Non, en fait, j'ai toujours eu... d'abord, oui, j'avais une passion pour l'international. Donc, c'est sûr que quand j'ai fait les grandes écoles de commerce puis que j'ai fait un DESS en commerce international, c'était pour travailler dans ce domaine. Et d'ailleurs, ma première expérience... on peut le dire, c'est pour le groupe Thomson France. Mais en fait, moi, quand je suis sortie des grandes écoles, j'ai fait juste un CV et c'était pour ce département chez Thomson France et je l'ai eu. Alors non, c'était quand même, il y avait une passion pour l'international. Je voyais, j'ai toujours, je pense, vu ma vie comme dans plusieurs chapitres, dans plusieurs pays. Mais bon, évidemment, pour mes études, tu sais, quand j'ai été en Californie, c'était un choix. J'ai été à UCLA pendant 1 an. Donc oui, j'avais des choix comme ça que je voulais, tu sais, je voulais étudier à l'international. Je voulais faire une carrière à l'international. Mais par la suite, c'est sûr, on veut pas, on suit un peu. Tu sais, il y a des choses qui arrivent et puis bon, quand j'ai voulu avoir des enfants, là, l'international n'était plus l'option, on va dire. En tout cas, je trouvais que c'était un peu dichotomique. Donc, il a fallu faire d'autres choix, en effet. Oui. Est-ce que ça te manque aujourd'hui, cette carrière internationale ou pas? Non, parce que je l'ai vécu vraiment et c'est moi qui l'ai terminé au moment où je le voulais. Par choix. Par choix. Non, pas du tout. C'est pas... non, pas exactement. Parce que je pense que c'était une étape de ma vie
Et quand j'ai voulu passer à autre chose, mais c'était un choix. Donc non, pas du tout. J'ai aucun regret à ce niveau-là. J'aime parce que tu dis, ce sont des temps de vie, hein, c'est des moments, ce sont des chapitres, c'est plusieurs chapitres dans la vie. Oui. Dans ton métier, justement, tu fais affaire avec des gens qui ont des chapitres aussi différents dans la vie. Qu'est-ce que l'expérience que tu as eue dans tes jobs à partir de la France jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ton métier d'immobilier, vraiment agente immobilière, qu'est-ce que ça t'a apporté que tu as pu transférer dans le métier aujourd'hui? En fait, moi, l'immobilier, c'est vraiment un superbe prétexte, dans le sens où, tu sais, moi, j'arrive dans la vie des gens à des moments charnières, toujours. Des moments charnières de joie, qui peuvent être de joie, mais qui peuvent être des moments très tristes, où c'est la fin d'un chapitre et qu'il y a une page à tourner. Alors donc c'est un métier vraiment empreint d'humanité. Donc bon, tu vas probablement y revenir. Tu sais, la base de ce métier, c'est la confiance, mais c'est le lien humain. C'est vraiment le lien humain. Et c'est ce lien humain qui va établir la confiance. C'est ce lien humain qui va me permettre de rentrer dans leur vie. C'est ce lien humain qui va donner un autre sens à la transaction, tu sais, passer justement d'un simple achat-vente à un moment de vie. Alors, donc, le lien humain, c'est mon humanité. Et mon humanité, mais elle ne se crée pas en un an. Donc, c'est tous ces chapitres de ma vie qui m'ont amené à la personne, à l'empathie que j'ai aujourd'hui. Et la patience qui a été... Exactement, tout à fait. Et puis à pouvoir établir ces liens humains, parce que c'est vraiment ça. C'est bon, après évidemment il y a la connaissance, la rigueur, c'est un métier de précision. Oui, le côté technique. Exactement. Au final. Mais en fait, si je veux dire, qu'est-ce que tous les chapitres de ma vie, mes expériences ont apporté à mon métier, mais c'est la force du lien humain. La force du lien humain. Que tu parlais, puis je réalisais, tu sais, quand on est revenu de Côte d'Ivoire après la guerre, on a eu à vendre notre condo. Et encore aujourd'hui, moi je dis on n'aurait pas dû le vendre, puis on aurait dû réfléchir plus, mais en tout cas, on a vendu le condo, mais c'était tellement vite. Tu sais, je me souviens encore de l'endroit où j'étais pour signer les papiers avec les acheteurs. Puis t'es sûr, vraiment, ok, tu sais, mais j'avais pas pris le temps, tu sais, de réaliser ce qui se passait. Il y avait trop d'émotions entre la Côte d'Ivoire qui, tu sais, le rêve qui se brise, de réaliser, j'en ai les larmes aux yeux, tu sais, ça a été un moment, et puis tu parles de moments charnières. C'est tellement, les gens doivent en prendre conscience, et je trouve ça extraordinaire de voir que tu prends le temps. Et c'est ça qui fait que t'es touchante en tant que dans ton métier, parce que t'arrives, t'es consciente, en fait. Oui. Ça t'amène dans cette conscience-là. Exactement. C'est pas une transaction. Non, c'est pas. La transaction est un acte administratif, mais ce n'est pas. C'est un moment de vie. À la base, c'est un moment de vie, et moi, ce que je veux vraiment, ce qui fait. Parce que je t'écoute quand tu disais, mais tu sais, je me demandais jusqu'à la dernière minute, est-ce que c'était vraiment est-ce qu'il fallait le faire, est-ce que c'est pour moi, on va dire le pilier numéro 1, c'est justement par l'éducation. Je suis pas un simple intermédiaire dans une transaction, je suis vraiment un partenaire stratégique. Et oui, donc tu vas, je veux dire, comme au moment où tu as une transaction d'acheter ou de vendre, mais tu vas te fier sur moi pour le conseil. Et pour moi, ça passe vraiment par l'éducation. Pourquoi? Parce que si tu es bien informé et tu sais exactement tous les tenants et les aboutissants de chaque décision que tu prends, mais c'est ça qui fait que tu vas être un acheteur ou un vendeur fort, tu vas être avisé, tu vas être maître de ta destinée.
Exact. Mais c'est des bons mots. Puis tu sais, je lisais justement la prochaine question parce que quand on s'était parlé pour préparer l'entrevue, tu m'as dit ceci. Euh, L'immobilier n'est pas juste une passion, mais un espace d'investissement humain. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais en fait, bon, c'est pas un secret que parfois, c'est la plus grosse transaction d'une vie pour certaines personnes. Et puis évidemment, je vais accompagner. Moi, c'est un accompagnement que je fais. Je vais accompagner les gens autant dans leur première transaction que des acheteurs ou des vendeurs très avisés. Alors, c'est la façon dont les personnes vont s'investir dans cette transaction va être différente parce que elle prend plus ou moins d'espace dans leur vie. Et aussi, le moment où ils vont le faire dans leur vie est différent. Quand c'est un premier achat, mais il y a toute une excitation, une énergie qui est très différente que quand on vient de se séparer et que dans le fond, on veut tourner la page le plus rapidement possible pour commencer autre chose. Alors, c'est toute... je veux dire, moi, je m'investis dans l'accompagnement, mais c'est surtout la personne que j'accompagne qui s'investit. Oui. Et évidemment, dépendamment de comment elle va s'investir et de l'espace qu'elle va prendre est différent. Et l'espace dont elle a besoin va être différent. Et l'accompagnement dont elle a besoin va être vraiment différent. Qu'est-ce que ça prend, selon toi, pour les gens qui ont des clients, peu importe le domaine ou l'industrie, pour accompagner et jouer ce rôle? C'est quoi les compétences qu'il faudrait développer? Mais en fait, la confiance, c'est la confiance, d'accord? C'est vraiment, tout part de la confiance. Et la confiance, c'est peut-être une des seules choses qui se demande pas. Elle se bâtit. Okay? Je peux pas te demander de me faire confiance. Ça se bâtit. Alors évidemment, ça se bâtit par la présence, la constance, la rigueur et par ce lien humain. Et le lien humain, c'est assez abstrait. C'est une somme de petits gestes tout au long du parcours qui vont faire que, tu vas me faire confiance à la fin. Alors oui, tu sais, je veux dire, si je prends l'immobilier, c'est un métier de précision. Alors il y a la rigueur, il y a le suivi, l'analyse, mais on revient au lien humain. Il y a le lien humain et d'ailleurs, en tout cas, tu sais, ça aussi, on emmène ça de notre enfance. Tu sais, en Afrique, avant de faire affaire avec quelqu'un, on va le connaître, on va l'écouter, on doit établir un lien humain avant toute possibilité de faire affaire. Alors, on apprend très tôt le sens de la parole donnée. C'est peut-être, mais dans la confiance et dans le lien humain, c'est important. On apprend qu'une réputation peut se détruire très, très, très vite. Donc ça, on y pense, je veux dire, ça aussi, ça nous ramène au lien humain. Alors, tout vient par comment établir ce lien humain et bâtir cette confiance. Est-ce que tu as des exemples ou un exemple d'acte ou de question ou une attention que tu aurais fait à un de tes clients pour tisser ce lien-là? Mais en fait, c'est omniprésent. C'est vraiment dans les détails de tous les jours. Et vraiment, je reviens à l'éducation. Tu sais, j'écris beaucoup d'articles, je fais beaucoup de guides. Je suis très axée sur la formation, etc. Pour ça, parce que à partir du moment où je sens qu'un client est pas informé ou ne comprend pas les conséquences d'une décision qu'il prend dans un sens ou dans l'autre, parce que ce n'est jamais moi qui vais prendre la décision d'acheter ou de vendre, mais mon rôle, c'est vraiment de m'assurer que la personne qui est en pleine transaction comprend bien
les conséquences de chaque acte qu'elle fait et donc qu'elle prenne une décision en connaissance de cause. Alors c'est vraiment ça, et ça c'est très, c'est vraiment un travail du quotidien parce que d'abord c'est comme tu as dit, ça va très vite. Oui, puis il faut oser le dire parce qu'au final, oui. tout le monde, enfin mon mari le voyait, je pense que tout le monde le voyait, mais au final, il y a personne qui a dit stop, on va en parler. C'est ça. Donc en fait, ça va très très vite. Ouais. Il y a beaucoup de décisions à prendre très vite. Et donc c'est à moi de m'assurer que l'information est toujours là à chaque moment. Ouais. Donc il y a une différence entre la vitesse et la précipitation. Et ça, à mon avis, c'est l'information et l'éducation qui fait la différence. Oui, puis là, je pense qu'aussi dans la transaction, peu importe l'industrie, c'est les personnes en présence et l'intention en arrière. Oui, exactement, c'est ça. Et parce que c'est pour ça que je te dis qu'on n'a pas tous le même, c'est pas le même niveau d'investissement. Non. De l'espace qu'ils ont besoin parce que ils n'ont pas obligatoirement, en effet, sont pas à la même étape de vie, n'ont pas les mêmes connaissances. Alors c'est de s'adapter. Donc c'est ça. Donc tous sont des moments comme ça en fait, exactement. Et c'est d'être toujours très attentif, de ne pas échapper à un moment comme ça. C'est beau. Oui. J'aime ça comme ça. Hein? Et c'est vrai que ce sont des petits moments, et puis je vois, c'est depuis des années où je côtoie des agents immobiliers, des personnes de cœur et non de transaction. Oui, on doit vivre quelque part à un moment donné, oui, on doit faire de la transaction, mais ça va au-delà de je veux que la personne elle soit bien, je veux qu'elle soit contente, je veux qu'elle soit heureuse, puis je veux être là, l'informer. C'est tout en ton honneur. C'est tout en ton honneur. Oui. Est-ce que tu as déjà vécu des défis dans ton travail qui t'a amené à sortir de ta zone de confort ou d'aller chercher des outils pour t'aider? C'est sûr, j'ai vécu des défis. Écoute, mais en fait, je peux peut-être, je vais te dire, peut-être un peu retourner. Tu sais, quand on dit, tu sais, nos vies, quand on est des citoyens du monde, on a plusieurs chapitres. Donc évidemment, quand je suis arrivée au Québec, c'est un nouveau chapitre, c'est ouvert pour moi. Mais moi, j'ai pas eu l'impression à ce moment-là que c'était un défi ou que j'ai dû recommencer quelque chose. C'était juste comme une suite logique des choses, et d'ailleurs, tu sais, je suis arrivée, j'ai commencé un BA, donc tu sais, c'était vraiment tout était sur plan, on dirait. Ouais, pourtant, c'était déjà planifié. Oui, exactement. Je vais te dire le moment dans ma vie où j'ai eu l'impression de devoir recommencer, et moi je le vois comme un défi, mais ça a été un défi transformateur évidemment. Ça va peut-être te surprendre, moi c'est ma maternité. Ouais. Ma maternité a été difficile et douloureuse à bien des égards. Et ça a été le plus grand défi de ma vie. J'ai pas, on va revenir, tu sais, au côté professionnel, mais en fait, mon côté professionnel a toujours été tellement bien maîtrisé, peut-être. Puis j'ai toujours eu l'impression que d'abord, je n'ai fait que des choses qui me passionnent. Alors, c'était peut-être facile, mais j'étais, tu sais, c'était toujours dans la performance. Donc, vraiment, tu sais, autant académiquement, professionnellement, tu sais, je peux dire que j'ai pas fait face à des défis. J'ai toujours connu, on va dire, des étapes assez performantes à ce niveau-là. Moi, mon défi est venu vraiment de ma vie personnelle et plus particulièrement de ma maternité. Évidemment, écoute, tu sais, mes enfants sont adultes maintenant, fait que j'ai eu le temps un peu d'analyser les choses.
Et C'est quoi qui a été difficile, justement? en fait, je pense que c'était la première fois où je rencontrais ma vulnérabilité. Je l'avais jamais rencontrée avant parce que j'étais toujours, que ça soit, comme je te dis, à l'école, académiquement, professionnellement, tout était vraiment, tu sais, je veux dire... Ça roulait, puis oui, j'ai toujours travaillé, j'étais rigoureuse, je faisais les efforts nécessaires. Mais bon, tu sais, quand on a des enfants en difficulté d'apprentissage, on sait très vite que effort nécessaire ne veut pas dire qu'on a les résultats escomptés. Donc, alors oui, tout roulait. J'ai jamais, je l'ai jamais rencontré, cette vulnérabilité. C'est ça la vérité. Et je l'ai rencontrée au moment où je suis devenue mère. Alors, ça m'a pris un certain temps avant de la comprendre d'abord, de la nommer, de la comprendre, de l'accepter, et de finalement comprendre qu'elle n'était pas d'une faiblesse du tout. Oui, ça a été vraiment, je peux dire, ça a été un défi parce que d'abord, sur le temps, c'était quand même, tu sais, ça s'est pas fait en une semaine. Sur le temps, ça a pris quand même assez d'espace dans ma vie. Et avant que j'en ressorte avec quelque chose. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des moments de ma vie qui me sert énormément aujourd'hui parce que tu sais, quand on rencontre évidemment sa vulnérabilité, la force qui en ressort, c'est l'empathie et la compréhension des autres. Alors oui. Donc, et puis donc, l'autre, en fait, ce que je suis arrivée à nommer, je me suis toujours retrouvée, tu sais, j'étais très courageuse, tu sais, autant au niveau, très courageuse, le courage facile, pas conscient, on va dire, qu'on pourrait nommer comme courageux, parce que, je sais pas, dans ma très jeune vingtaine, je pense que j'étais dans le poste où j'étais, tu sais, j'étais la seule femme et vraiment très jeune. Tu sais, j'étais, puis je me suis retrouvée en Guyane française, en pleine Amazonie, je veux dire, tu sais, au milieu d'une route à devoir aller, tu sais, rencontrer des partenaires stratégiques. Mais pas l'ombre d'un doute ne m'avait traversée. Alors j'étais sans peur, j'avais ce courage qui était en anglais fearless, qui était vraiment sans peur. Après ce défi que j'ai après avoir rencontré, mon courage est devenu conscient. C'est vraiment, et c'est le vrai courage, c'est de se dire, là maintenant, oui, tous les matins, je sors de ma zone de confort et j'ai un courage conscient de ce que je fais. Et lui, il est tellement plus fort que le courage d'avant qui était très naturel et dans le fond assez facile. Et puis c'est vrai que c'est en étant mère de s'occuper d'un enfant, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va faire les bonnes choses, enfin, il y a beaucoup de questions qui sont là, sans compter toute la routine qui vient avec. Ouais. Donc ça nous amène dans nos retranchements. Exactement. Donc alors oui, alors voilà, ça a été un défi, c'est je pense le défi qui a été et c'est un chapitre de ma vie. Et c'est un chapitre qui m'a fait passer à un autre chapitre par la suite. Est-ce que tu as eu des gens autour de toi, c'est-à-dire j'ai rencontré ma vulnérabilité, j'ai pu la nommer, la comprendre, l'accepter. Oui. Est-ce que tu avais cet environnement de protection pour te permettre de toucher à ça? En fait, c'est sûr, je pense qu'aussi ce qui m'a aidée, j'ai toujours été quand même dans un chemin de gratitude. J'ai toujours été vraiment... d'ailleurs, à un moment, j'avais un journal de la gratitude que je pense qu'on devrait jamais laisser. Mais maintenant, ça me vient plus naturellement. J'avais besoin d'avoir un journal à cette époque-là pour vraiment nommer les choses. Maintenant, je le fais naturellement tous les matins. Alors, donc, j'étais évidemment dans cette gratitude. Évidemment, c'est vraiment...
D'abord, j'ai toujours un partenaire de vie, donc qui, tu sais, que je peux, qui est, tu sais, mon partenaire, l'homme de ma vie, le père de mes enfants. Et évidemment, j'étais pas seule un seul instant. Alors oui, j'étais très reconnaissante de cela parce que ça c'est pas acquis. D'accord, c'est pas acquis. Évidemment, oui, bon, ma famille, tu sais. Et puis, je pense aussi, j'ai toujours été très reconnaissant à mes ressources intérieures, mes ressources intellectuelles. Tu sais, je suis capable, tout ce que j'ai en moi, mais c'est énorme pour pouvoir, évidemment, oui, travailler sur soi, se reconstruire, etc. Alors, tout ça. Je trouve beau parce que souvent, les femmes vont avoir du mal à justement voir les ressources intérieures, intellectuelles, voir les actions qui ont été posées, les gestes qui ont été faits, les succès, les réussites. Et j'ai la sensation que tu as su très jeune pouvoir les reconnaître, les voir et avancer avec. Mais ça, ça vient, bon, c'est sûr, ça vient de la confiance. Ça, c'est que, tu sais, je veux dire, j'ai des parents qui ont tellement nourri en nous, moi et mes sœurs, tu sais, cette confiance en nous-mêmes et en nos capacités. Mais c'est aussi la confiance dans la vie, justement, qu'on a appris, tu sais, que cette humilité face à la vie. Mais c'est là que, tu sais, qu'elle est importante aussi à reconnaître parce que, oui, il y a des choses qu'on ne contrôlera pas et qu'on ne peut pas contrôler. Alors oui, il y a une humilité et il y a une confiance à avoir dans la vie. Alors après, on peut l'appeler comme on veut. On peut l'appeler la croyance, l'univers, Dieu, tu sais, c'est ça. Mais c'est avoir, oui, c'est vraiment avoir confiance qu'il y a quelque chose de plus grand que soi et qu'on a. Alors, c'est que foi, j'ai le mot foi. Donc oui, donc pour continuer à avancer, ok, et surtout accueillir ce que la vie nous donne, de bon ou de mauvais. Même si on comprend pas pourquoi au début. Même si on comprend pas, exactement. Oui. Même si on comprend. Ben souvent, surtout quand on surtout quand c'est des défis, en général, on comprend un peu plus tard le pourquoi. Même si nos amis vont nous le dire, en général, on va le ressentir beaucoup plus tard. Ouais. C'est beau cette confiance-là et d'avoir eu cet environnement-là aussi qui a nourri finalement cette confiance-là, cette humilité-là. Aujourd'hui, selon toi, dans le métier que tu fais, dans ton industrie, regardons plus large, plus macro, mais au niveau de ton industrie, c'est quoi les défis que tu vois? Bon, c'est sûr que dans notre métier, le défi, c'est la confiance reste un défi. C'est, je pense, le plus gros défi. Donc, oui, c'est vraiment de s'assurer de travailler tous les jours sur la confiance du public. Je pense que c'est le plus gros. Ça reste la même chose. Oui, ça reste, c'est le plus gros défi. Et l'IA pourra pas faire quoi que ce soit avec. Non, l'IA pourra pas. Non, parce que l'IA pourra faire plein de choses, mais ne pourra pas établir le lien humain. Mais c'est bon qu'on l'entende, on a besoin. Alors, et avec tout ce qu'on s'est dit, et oui, c'est vraiment la confiance du public, oui. Donc c'est notre défi, et c'est sur cela évidemment que je pense que tout le monde dans l'industrie travaille, oui. Est-ce que tu as eu des mentors au long de ta vie qui t'ont aidé à te questionner, à te faire avancer ou juste écouter? C'est très beau c'est une très bonne question parce que aujourd'hui je suis mentor pour des entrepreneurs. J'ai toujours d'ailleurs très jeune, ça fait donc oui, depuis le début de ma carrière, j'ai toujours été très très on va dire sensible
à travailler sur, à apporter mon aide au niveau de l'entrepreneurship féminin, que ça soit dans des réseaux d'affaires, mais vraiment au niveau de l'aide à l'entrepreneurship, plus particulièrement féminin. Et je suis mentor et je crois énormément dans le mentorat et je vois la relation privilégiée qu'on peut avoir entre mentor et mentoré. Et c'est quelque chose que si je devais nommer quelque chose que je regrette de pas avoir fait, c'est vraiment ça. D'abord, pas parce que je le voulais pas, mais j'étais dans des milieux très 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 masculins et je pense que je savais même pas que je pouvais. Tu sais, d'abord que c'était pas si, on va dire, si présent que ça. Maintenant, je vois vraiment les plus jeunes cherchent tout le temps des mentors, vont aller à leur rencontre, vont vraiment, je veux dire, vont écrire à quelqu'un, tu sais, puis demander. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que j'avais, tu sais, que j'avais l'impression que c'était si facilement accessible. Et non, je crois que si je devais nommer quelque chose que je regrette, c'est ça, vraiment. Oui, exactement. Mais quand même, je peux pas dire que j'ai été pendant 20 ans dans une cellule d'affaires, dans un réseau vraiment, on était une vingtaine de femmes multidisciplinaires, quand même, où on se rencontrait, puis j'avais quand même accès mais ce n'est pas la même chose que vraiment, on va dire, le genre de relation qu'on a entre mentor et mentoré. Surtout comme tu disais, tu es rentré dans un milieu d'hommes, ça aurait été bon, même si ça aurait été un homme, mais d'avoir quelqu'un pour te guider, effectivement. Oui, effectivement. C'est pas... Alors, écoute, j'ai toujours été très portée à aller chercher l'information par l'éducation. Donc, me former de plus en plus. J'ai toujours été très portée sur le volet académique, mais en effet, c'est vraiment, si je devais me revoir en début de carrière, c'est le conseil que je me donnerais. Absolument. Après, tu sais pas quelle fin de chapitre, où est-ce que tu en es dans ton chapitre actuel. Ah oui, ça ne... Tu verras exactement, bien, ça ne veut pas... C'est jamais... c'est jamais mais trop tard. Mais si je devais, pour les plus jeunes maintenant, oui, absolument. C'est vraiment... c'est une relation privilégiée et on peut... pour le mentor que pour mentorer, absolument. Et je pense que ça peut... Bon, il y a des échecs qu'on va vivre et qu'on a besoin de vivre. Et je pense que si on est ambitieux ou ambitieuse et qu'on rêve grand, ben ça va avec des échecs possibles et peut-être certains même. Maintenant, après, c'est la taille de l'échec qui peut varier. Mais voir grand ne va pas sans échec possible et apprendre de ces échecs. Mais je pense que quand même, ça pourrait leur faire économiser peut-être... du temps et puis de la souffrance des fois, parce qu'après on se dit j'aurais dû demander, tu sais, moi ça m'est déjà arrivé, j'aurais dû demander, j'aurais dû poser la question. Et le pire qui peut arriver, c'est juste non. Exact. Et puis en plus, il y a tellement d'organisations aussi, d'organismes où tu peux avoir un mentor aussi. Tout à fait. Donc après, il faut voir si le jumelage se fait. Exact. Maintenant, je sais pas si maintenant on les voit partout. Maintenant aussi, moi, je suis plus peut-être dans le domaine, puis plus consciente que ça existe. Est-ce que c'était autant avant? Je le sais pas. Je pourrais pas le dire. Je pense que ça existait, mais on en parlait moins. Oui. Là, c'est plus, tu sais, il y a Mentorat Québec, Mentorat Canada. Enfin, moi, je suis allée à leurs événements en janvier. Ça fait 2 fois que j'y vais. J'adore. En fait, je me suis même formée sur le mentorat. Je tripe moi-même en tant que mentor aussi de pouvoir aider. Là, on arrive à la fin de notre diade aussi. Oui, exactement. Puis là, on s'est parlé, dit bon, est-ce qu'on continue à
va se jaser ou pas, tu sais. Exactement. Donc, c'est quoi la suite? What's next? Ouais. Ben oui, on est là, on restera là. Enfin, en tout cas, pour moi, je resterai là. Absolument. Moi Donc, aussi, notre projet se finira pas en même temps que la fin de notre cohorte. Non, donc, très probablement que oui, on va continuer, on va pour un autre 6 mois. Ouais. Mais comme tu dis, c'est tellement enrichissant, autant pour le mentor que pour la mentorée. Exact. Si tu avais la chance de croiser la petite Dania de 7-8 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? D'abord, je lui dirais, t'as une qualité qu'il faut que tu gardes toujours, c'est ta capacité à t'émerveiller. Ça, ne la perds jamais. Et ensuite, je lui dirais, écoute, tu auras plusieurs chapitres dans ta vie, plusieurs pays, plusieurs rencontres, plusieurs recommencements. Tu vas traverser des moments de doute ou d'incertitude. Mais ces moments-là ne seront pas des détours. Ils font partie de ton chemin. Ouais, voilà ce que je lui dirais. J'ai la chair de poule partout, c'est le mot de la fin. Merci infiniment, Dania, d'être venue au podcast, vraiment. Merci à toi, c'était super agréable.